Nous allons maintenant donner la parole à Eckhard Ernst, j'espère que je prononce bien votre nom, qui est chef d'équipe des politiques macroéconomiques et de l'emploi au BIT, au Bureau international du travail, où il analyse l'impact du changement technologique, notamment en matière d'intelligence artificielle, et des politiques macroéconomiques sur l'avenir du travail. Il a fondé une association en 2017 qui s'appelle Geneva Macro Labs et qui a pour but de mobiliser des nouvelles idées pour un monde soutenable. Voilà, il réunit des équipes d'experts, de praticiens et de financiers pour des projets en vue de la réalisation d'objectifs durables des Nations Unies. Alors, merci à vous, Eckhard, de nous livrer votre regard justement sur cette épineuse question de la transparence et de l'intelligibilité des algorithmes. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci Franck. Merci Clémentine. Merci à Hashtag. Le plus important de m'avoir invité et puis surtout d'avoir affilié aussi Geneva Macro Labs à ce webinaire qui est évidemment très au cœur de nos propres préoccupations. Je voudrais commencer d'abord par réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Franck, par rapport à la comparaison avec l'astrologie, quoi, parce que je trouve ça assez intéressant comme point de départ, parce qu'effectivement, on pourrait dire, voilà, comme ces algorithmes sont assez peu transparents, ça s'apparente assez clairement à l'astrologie, quoi. Sauf que la vraie différence, c'est que l'astrologie n'a vraiment aucune base scientifique, alors qu'ici, il y a une sorte de quasi-scientificité qui est derrière tout ça, qui peut être vrai ou non. Ça dépend un peu des hypothèses qu'on va mettre dedans, mais qui sont souvent pas, comment dire, même pour les chercheurs, on peut pas réellement faire un lien entre les données qui sont mis dedans et les résultats qu'on obtient, quoi. Tout simplement parce que c'est des statistiques non linéaires, c'est des procédures hautement complexes et qu'on pourrait même un chercheur ne pourra pas vraiment comment dire, vraiment vous expliquer quels sont les liens de causalité dans ces modèles-là. Donc je pense qu'on donne un peu une quasi-scientificité derrière tout ça qui peut-être pas nécessairement, enfin qui est validée, si vous voulez, par l'approche, par les méthodes, mais qui nous permet pas nécessairement d'obtenir une meilleure transparence. Et donc de toutes les manières, à mon avis, l'objectif de transparence, elle va échouer dès le départ parce qu'on n'aura pas l'occasion de le donner, quoi. Je pense que pour moi, le point qu'il faut rajouter à ça, c'est que, et ça, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a actuellement le projet de loi présenté par la Commission européenne sur la régulation des algorithmes. Je pense que le point supplémentaire qu'il faut soulever, c'est la question des données, quoi. Pour l'instant, je pense qu'on essaie trop facilement à séparer algorithmes et données, alors que c'est vraiment fondamentalement, c'est pas la même chose, mais comment dire, il faut vraiment réfléchir aux deux ensemble, hein. Et quand on parle des données, il faut réfléchir à l'accès aux données, à l'assemblage, à la protection et la représentativité des données. Et je pense que surtout la représentativité n'est pas du tout garantie. Et donc du coup, si vous mettez des données pas représentatives dans ces algorithmes-là, vous allez obtenir des résultats qui forcément vont être biaisés, quoi, hein. Et je pense que ça c'est vraiment un point important à réfléchir et où la régulation doit être vraiment claire sur sur ce point-là et d'expliquer exactement comment on peut trouver un autre moyen d'accéder à ces données et surtout de les faire fructuer à une communauté plus large. Parce que pour l'instant, c'est les grandes entreprises qui peuvent collecter ces données-là, mais la plupart des autres entreprises sont obligées soit de payer très cher l'accès aux algorithmes et donc indirectement aux données, ou alors essayer de faire leur propre effort pour obtenir ces données-là qui sont souvent qui est souvent voué à l'échec, hein. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est la question de comment analyser le risque que ces algorithmes présentent, hein. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des algorithmes statistiques. C'est pas un algorithme comme un manuel qui vous explique exactement qu'est-ce que vous devez faire dans telle ou telle situation, mais plutôt c'est des probabilités qu'on met dedans. Donc de toutes les manières, on ne pourra pas non plus réguler exactement que cet algorithme-là doit forcément obtenir tel ou tel résultat. C'est impossible, tout simplement par la façon dont ces algorithmes sont mis en place.
Donc, à mon avis, la seule possibilité, c'est un peu comme ce qu'on fait actuellement dans le secteur financier, de faire un stress test. C'est-à-dire d'analyser un petit peu comment l'algorithme va se comporter dans telle ou telle situation, comment dire, exemplaire. Hein. Donc, on regarde un certain nombre de situations qui arrivent régulièrement, ou alors au travail ou dans d'autres situations. On regarde un peu quels sont les résultats qu'on obtient avec ce test-là. Donc, mais pour pouvoir faire ça, il faut vraiment avoir il faut vraiment avoir un audit efficace ou effectif, quoi. Hein. C'est pas du tout évident de créer ça, quoi. Hein. C'est-à-dire, on peut pas demander une autorégulation, hein, demander aux entreprises. Ah ben, maintenant, vous regardez vous-même comment votre algorithme fonctionne. Il faut vraiment avoir une communauté d'experts, un audit effectif. Et ça, on a déjà vu dans le secteur financier, c'est pas du tout évident de créer ce genre de marché effectif. Hein. Donc le troisième point, et je pense que c'est un peu ça rejoint un peu le point d'Angèle tout à l'heure, c'est que il faut vraiment obtenir une perspective systémique ou moins sectorielle dans ce truc-là, dans la régulation de ces algorithmes-là. Pourquoi? Parce que comme c'est des algorithmes qui vont évoluer au fur et à mesure qu'on les utilise, ces algorithmes vont apprendre quelque chose sur la façon dont c'est utilisé dans d'autres contextes. C'est-à-dire, c'est pas un algorithme qui va être passivement vous donner un résultat, il va activement changer en fonction des données que vous allez lui fournir, et que ces données vont évidemment changer à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation qui arrive. Hein. Et ce qu'on a observé déjà dans le passé, pour l'instant, on a uniquement des expériences. On n'a pas vraiment une évidence sur un exemple réel, mais on a simplement fait des simulations là-dessus. Mais ce qu'on observe dans ce genre de situation, c'est que les algorithmes vont rapidement apprendre comment se comporter mutuellement, et ils vont faire ça va donner un résultat qu'on appelle la collision algorithmique. C'est-à-dire que ça va forcément donner des résultats en défaveur de l'employé, parce que ça va être forcément quelque chose qui va être programmé pour favoriser l'employeur. Et je pense que ça, c'est vraiment ça, vous allez pas obtenir même avec un stress test au niveau d'une entreprise X. Il faut vraiment avoir même une sorte de stress test au niveau de la collectivité, et en tout cas observer régulièrement l'évolution des pratiques ressources humaines dans les entreprises, pour éviter justement ce genre de collision algorithmique, hein, qui à mon avis c'est un peu un risque un peu sous-estimé dans la discussion actuelle. Donc voilà un peu mes 3 points pour ouvrir le débat. Merci.